J'adore regarder les photos des légendes quand ils sont jeunes. Moi, c'est plus les photos quand ils sont jeunes qui me, qui me donnent des frissons, quoi, parce que tu te rends compte du chemin parcouru, en fait. Ça inspire. La grande majorité d'entre vous, vous attendez de regarder seulement les images quand ils sont sur le toit du monde ou sur le toit du truc. Non. Moi, c'est quand ils sont au début de l'histoire que ça m'intéresse. De montrer là où ils sont partis pour comprendre leur histoire. C'est ça qui, moi, m'intéresse dans tous les domaines dans lesquels je m'intéresse. C'est ça qui, moi, est le plus important. D'où ils sont partis pour devenir ce qu'ils vont devenir après. Et le monsieur qu'on voit sur la photo est littéralement une légende de ce sport. Même pas forcément une légende de son pays, mais une légende de son sport. Et un individu que j'ai commencé à véritablement apprécier encore à son après-carrière. Parce que je trouvais le footballeur grand, mais je trouvais l'homme banal. Les, Pendant que je le voyais à l'époque à sa carrière et autres et tout, parce que je peux dire, moi j'ai ma génération a grandi avec ce gars-là. Le gars que vous voyez sur la photo là. Que je n'ai pas besoin de présenter, hein. Bon, ceux qui ne connaissent pas le foot, moi je ne sais pas si vous ne connaissez pas ce gars, bon, moi je ne sais pas. Mais le gars que vous voyez sur sur cette photo là, moi j'admirais le footballeur. Bon, je dois vous avouer, dans les années 90, c'était plus son compère, Dugarry, son pote, meilleur ami, que moi je kiffais. Parce qu'il était un très beau joueur aussi, je ne fais que le dire. Il était aussi talentueux que Zidane. Et Dugarry, ce qui me plaisait plus, c'est que Dugarry parlait plus. Dugarry était un gars qui n'hésitait pas à parler dans les médias et trucs. Il avait une opinion, il n'hésitait pas toujours à donner son opinion. Et j'aime les personnes qui n'hésitent pas, les footballeurs qui n'hésitaient pas à donner leur opinion. Et Zidane, pour moi, je disais que c'est un grand joueur, mais il est très plat comme individu. On l'entend jamais, il ne parle jamais, ne donne jamais aucune truc. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un homme plat, en fait. Alors que non, c'est juste un homme silencieux qui observe et qui prend ses actions au moment où il faut prendre ses actions. C'est pour ça que pendant longtemps dans sa carrière, j'étais très frustré par ça parce que moi, je vous le dis, j'ai toujours été fasciné par Michel Platini et le fait que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de donner les opinions non seulement sur le fonctionnement de son sport et le fonctionnement un peu du football en général et qu'il avait une observation sur le sport qu'il pratique et l'impact de son sport sur la politique et tout. J'aime les footballeurs qui sont pas juste des footballeurs. Vous avez compris, j'aime pas seulement les sportifs parce qu'ils gagnent de l'argent. Non, 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 j'aime les sportifs quand il y a quelque chose d'intelligible et qui sortent une opinion par rapport au sport qu'ils pratiquent. C'est pour ça que quand tu vois un Platini devenir président de l'UEFA comme il est devenu président de l'UEFA, et je pense toujours que si Infantino, ce zozo-là, ne l'avait pas trahi et tout pour prendre la position de la FIFA, Platini aurait été le plus bel président de la FIFA qui aurait sauvé le foot. Je pense toujours que Platini aurait sauvé le foot là. Le foot moderne qu'on a aujourd'hui qui est insupportable avec toutes sortes de règles vidéo, toutes sortes de... Il aurait changé, il aurait gardé l'essence de ce que le foot on aime. Ça c'est, je fais un peu le vieux con, mais le foot moderne, vous savez ce que j'en pense. C'est une catastrophe pour ce sport-là. On va dire, ah, tu n'aimes pas l'évolution. Ouais, j'aime l'évolution, hein, mais quand certaines évolutions ne vont pas dans le sens de l'essence dans lequel le sport là, le domaine dans lequel tu as aimé doit être, je ne suis pas cette évolution. Toutes évolutions ne sont pas bonnes. Il y a des évolutions qui sont mauvaises. Et pour moi, le football moderne est une évolution moderne. Imaginez le football moderne, un peu un mec comme Zidane qui sort dans le football moderne. Il n'aurait aucune chance d'exister. Imaginez un football moderne avec Zidane, mais il n'y aurait pas de Zidane. Zidane dans les années 2020, oh, il n'existe pas le gars.
Le rythme des matchs maintenant, le truc. Zidane dans les années 2020 et autres, vous avez vu. On a eu des Zidane, Pastore. Vous avez vu ce que ça s'est passé. Aux îles. Émile Forsberg qui est bon, hein, bon, on peut dire que c'est une légende de Leipzig, mais bon, il aurait été beaucoup plus haut s'il était sorti dans les années 90, tu vois un peu. Nous avons affaire un peu à des personnages, nous avons affaire un peu à des personnages un peu particuliers, quoi. Et la personne que vous voyez sur la photo, c'est quelqu'un que je vous dis ce que je me répéter, je l'ai trouvé pendant longtemps très plat. Je me disais, c'est un grand joueur, c'est un truc, il n'y a pas de souci, mais le personnage, on a l'impression, un truc, c'est un peu le truc que je reproche, que je vois un peu chez Messi, qui me fait que Messi, bon, oui, c'est un beau footballeur, oui, il représente le football que j'aime, mais que je n'ai pas trop de délire sur Messi, parce que le personnage a l'air, je le trouve plat. Maintenant, peut-être, il va me surprendre comme Zidane. Parce que j'ai été agréablement surpris par Zidane à la presse, sa carrière football. Après que j'ai compris que, ah non, le personnage n'est pas plat. Le personnage est calme, observateur, bosseur, et parle plus par ses actions que par la parole. Il est ce type d'individu-là. L'après-carrière de Zidane, je n'ai pas besoin de vous, je ne veux pas faire une sorte de biographie pour vous connaître ça. Eh oui, à Cannes, il a fait ça, à Bordeaux. Mais si je dois résumer 3 matchs essentiels de la carrière de Zidane, non, je dirais 4 matchs. 4 matchs essentiels de Zidane. Le premier qui a été charnière dans sa carrière, c'est le match Bordeaux-Milan AC. Et la campagne de Bordeaux qui arrive en finale de la Coupe de l'UEFA à l'époque. Je pense même de son aveu et de l'aveu de sa génération et de ses potes là. Et je parle des Dugarry, Lizarazu et il y avait, je crois que c'était Gernot Rohr qui était l'entraîneur à Bordeaux à l'époque. Je pense que Bordeaux-Milan est peut-être le meilleur moment footballistique de sa vie. Ce n'est pas forcément la Coupe du Monde 98, mais le meilleur moment de sa vie footballistique, c'est Bordeaux-Milan. Pourquoi? Parce que il a, pour la première fois de leur carrière, il avait quoi, 24 ans, on va dire, 24 ans, ouais. Ils arrivaient à éclabousser de leur classe, battre le grand Milan AC qui venait de finir sur 3 finales c'est littéralement 3 finales de Ligue des Champions consécutives. C'était le grand Milan AC. Les joueurs qui sont au Milan AC, là, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde à l'époque encore. Baggio, Weah, Maldini, laisse tomber. Milan AC dans les années 90, fin des années 80-90, c'était comme un peu Barça ou Real actuellement là. Dans les années de, oui, oh non, et Milan, ils ont enchaîné en 6 ans, ils avaient enchaîné 5 finales de Ligue des Champions quoi. En 7 ans, ils avaient 5 finales de Ligue des Champions, dont 3 gagnées. Donc, remporté le match contre ce grand Milan où il a fait un grand match incroyable. Incroyable. Lui et Dugarry, le meilleur match de la carrière de Dugarry, je ne cesse de le répéter, c'est ce match contre le Milan. Quand tu regardes ce match Bordeaux-Milan, et qu'est-ce qu'il fait ce match-là? C'est là où je disais, mais Dugarry, normalement, doit être un grand joueur. Allez regarder le match là. Pour les gens qui insultent souvent Dugarry, que Dugarry, c'était seulement n'importe du gâchis ou je sais pas quoi. Allez regarder le match là. Dugarry était un très très beau joueur. Le match que Dugarry fait en attaque, c'est pas pour rien que le Milan l'a signé après. C'est à cause du match là. Si le Milan signe Dugarry, c'est à cause du match là. C'est ce match là qui fait que Zidane va à la Juve. C'est ce match là qui fait que Dugarry va au Milan. C'est le match là qui a changé la vie. C'est pour ça que c'est l'un de leurs plus beaux moments footballistiques. Le premier beau moment footballistique de Zidane, c'est ce match-là, cet exploit qu'ils arrivent à faire contre le Milan AC, qui les amène après en demi-finale et après ils partent perdre la finale contre le Bayern de Munich, mais ça a été un peu le point d'orgue de sa génération de potes. Et le deuxième match,
qui a été charnière dans sa carrière, c'est le match Juventus-Ajax. Ça m'a même fait rire. Je me rappelle quand je parlais de ça à beaucoup de fans de Zidane, que je disais que le deuxième match qui a été l'un des meilleurs les matchs les plus importants de Zidane dans sa carrière, ça a été le demi-finale Juventus-Ajax en 98, je pense. Parce que c'est là où il a vraiment pris les clés de la Juve. Parce que je vous risque de le répéter, les 6 premiers mois de Zidane à la Juve, c'est pas top. C'est pas top du tout. Lippi, heureusement que Lippi a eu énormément de patience avec lui. Parce que tonton Zidane, faut rappeler au début de sa carrière, il était quelqu'un qui est lent. Il était quelqu'un qu'on trouvait qui tournait énormément autour de lui dans son jeu. Il lâchait pas vite le ballon. Il aimait toujours faire 2, 3 dribbles de plus. Il avait toujours cette vision de jeu extraordinaire. Il avait des trucs, mais il aimait trop être dans le contrôle du ballon, de trucs, ce qui fait que parfois en Italie, on avait du mal un peu avec son style parce qu'on le trouvait pas assez efficace. Mais comme c'est un incroyable bosseur, ce gars que vous voyez là, il bosse comme jamais. Pensez que Cristiano Ronaldo est un bosseur, mais Zidane aussi est un excellent bosseur. C'est pas un talent, non, un talent qui a bossé. Quelqu'un qui bosse et écoute les autres. Laurent Dugarry est un talent qui n'aimait pas se casser la tête. Il aimait le football, c'est pas c'est du jeu. On va pas trop se casser la tête. Je vais juste me reposer sur mon talent. Ça, c'était un peu Dugarry. Zidane, il aimait bosser. Il aimait écouter ses coachs. Dugarry, il avait certains problèmes avec ses coachs. Généralement, même par exemple à Barcelone, il avait des problèmes avec Van Gaal. Parti au Barça. Bon. Zidane, il bossait énormément. C'est un bosseur que vous voyez là. C'est pas juste un talent. C'est un bosseur. Très déterminé. Et il a bossé. Et le match contre le Juventus à Ajax, c'est le match où là, il a mis tout le monde en Italie d'accord. Là, il a mis tout le monde en d'accord. Ok, Zidane, is a great deal. Ce match contre l'Ajax là, où il est incroyable. C'est le match où Zidane, je dis même, c'est le match où Zidane devient Zidane. Et je me rappelle, à l'époque où je le disais, je me rappelle quand je le disais avec certains fans de Zidane que vous savez que c'est son match le plus important. On me dit, mais toi, tu es toujours en train de regarder le truc. Quand j'ai vu quand il a donné l'interview sur Colline Interview, et il a parlé de Juventus, de ce match-là. Tout le monde a dit, ah! Je me dit, ah, vous vous rappelez quand et tous mes connaissances qui me connaissent me disaient, mais oui, mais tu parlais de ce match. J'ai dit, vous n'étudiez pas vos légendes. Vous les étudiez pas. Je dis, je suis pas un fanatique de Zidane, hein, mais vous n'étudiez pas les personnages que vous supportez. Vous n'essayez pas de comprendre qui ils sont. Qu'est-ce qui ont fait leur carrière, qu'est-ce qui ont fait leur parcours. Vous ne regardez pas, vous regardez seulement le truc qui brille là, comme ça. Et je me rappelle quand j'ai fait ça sur Colline, quand c'est sorti sur Colline Interview, tout le monde m'a hit up. Quand il a avoué ça sur Colline Interview, tout le monde m'a hit up, m'a dit, mais Jean-Jacques, merde. C'est ce que tu me disais il y a quelques années. J'ai dit, mais oui, moi j'ai étudié Zidane. Vous, je ne sais pas, vous êtes fan des gars. Vous n'essayez pas de comprendre leur parcours et autres et tout. Moi, j'ai étudié Zidane. J'ai étudié d'où il vient, tous les trucs. Recouper les interviews des coachs qui l'ont, qui l'ont connu. Des centres de formation de Jean Fernandez, même quand il était à Cannes. Comment ça s'est passé? J'étudie tout ça. Comprendre comment il passe de là à là. J'ai toujours dit, mon rêve, c'est d'être peut-être DTN de foot. Et je sais que je pourrais être très bon là-dedans. Parce que je fais ce taf-là que les gens ne font pas. Je fais ce taf-là que les gens ne font pas en général. Donc quand je fais ce taf-là, j'arrive à voir vraiment les moments charnières un peu d'un personnage. C'est dans tous les domaines, hein, que ce soit musique, cinéma, c'est toujours tous les domaines, j'ai ce truc-là. Même la danse, c'est comme ça, c'est pareil. Et ça a été le moment charnière de sa carrière. Maintenant, on pourra dire France 98, oui, la finale. Et la Coupe du Monde 98, ça, il faudra un peu que je sorte un peu de la légende, un peu des Zidane, un peu par rapport à cette Coupe du Monde 98 et mettre beaucoup de l'eau dans le vin de la Coupe du Monde 98 de Zidane qui a été
quand tu le regardes bien, qui a été très très boursouflé par rapport à ce que ça a été. 96, il est pas au top. 96, il a survécu à ce grave accident de voiture. Déjà, ça a été une chance absolue qu'il s'en sort indemne. Et il était venu un peu à moitié, genre 20 ans, 20, 30% de l'effectif. Et l'équipe part en demi-finale de l'Euro, mais je pense même c'est l'Euro 96, c'est la première fois que je regardais le football avec attention. Je pense que c'est l'Euro 96. Ouais, c'est la première fois que moi dans ma vie je regarde le football avec attention, c'est à l'Euro 96. Et moi qui me souviens encore très bien de ce parcours-là, Zidane n'était pas top dans il était titulaire tous les matchs, mais il n'était pas top, top, top parce qu'il était vraiment amoindri par rapport à cet accident de voiture qu'il avait eu, truc. Et comment il s'appelle là? Le joueur qui était le plus top, c'était Djorkaeff. Mais normalement, Zidane et Djorkaeff, pour moi, on formait même un très beau duo d'ailleurs. Dans l'équipe de France, je pense que Djorkaeff et Zidane ont été un très très beau duo, même si c'était des gars qui n'avaient pas forcément des atomes crochus hors football, mais sur le terrain, ils s'entendaient énormément. Djorkaeff a été le meilleur adjudant de Zidane. Parce que bon, c'est vrai que Djorkaeff aussi et Zidane étaient en concurrence un peu sur le même poste, mais Djorkaeff a su se réinventer dans sa carrière pour avoir une très très belle carrière. C'est un très très grand joueur du football français. On l'oublie souvent, mais Youri Djorkaeff est un très grand joueur français qui a eu une très belle carrière. Très très belle carrière. Une très très belle carrière. Il a gagné une Coupe d'Europe, il a gagné une Coupe des Coupes, une Coupe de l'UEFA, il a gagné une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe. C'est quelqu'un qui a été un grand joueur français, un très bon joueur, on va dire super joueur international et grand joueur français. Voilà, c'est ça, Yoris Djorkaeff. Une génération de dingue, hein, la génération la 98-2000. Et, et de cela, quand je pense un peu à la Coupe d'Europe 96, il était amoindri, et la Coupe du Monde 98 a souvent surcoté un peu la performance de Zidane, parce que Zidane n'était pas, bon, les premiers matchs, il était bon. Et c'était pas comme s'il était exceptionnel tous les matchs. Et le deuxième match, où l'équipe de France fait 4-0, c'est là où les gens voient Zidane faire l'une des plus grandes conneries, et qu'il a toujours eu, parce que tu peux voir même Jean Fernandez, qui était son formateur à Cannes, il disait déjà à l'époque, tu as un très beau talent, mais ce qui te risque de jouer des tours dans ta carrière, c'est le tempérament que tu as parfois sur le terrain de sortie de tes gonds. Et Zidane, pour un meneur de jeu, c'est un mec qui a eu 14 cartons rouges dans sa carrière. Et les 14 cartons rouges, on parle de 14 cartons rouges. Maldini n'a jamais eu de carton rouge. Zidane en a eu 14, un meneur de jeu. Et ces cartons rouges sont toujours la même chose, des coups de sang. Ça a toujours été le truc avec ce mec. Il a des coups de sang violents. Et Zidane, le coup de sang qu'il a eu, le coup de sang qu'il a fait contre l'Arabie Saoudite, où l'équipe mène 4-0, l'équipe mène 4-0. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur le terrain et quelles sont les provocations que le mec là te faisait, et que tu sautes et tu lui fais ce geste complètement ridicule et tout, qui a failli faire même que la France ne se qualifie. Il a failli faire que la France ne parte pas loin à la Coupe du Monde, hein. Parce que après ce carton rouge là, il était suspendu de match. Le huitième de finale qui a été difficile contre le Paraguay, c'est à cause de lui. Parce que justement, il avait eu son carton rouge débile et autres et tout. La France a failli ne pas faire une Coupe du Monde de trucs à cause de Zidane. Donc, c'est ça. Mais le quart de finale contre l'Italie, ils sont beaucoup plus muselés. C'est un match moyen. Ils s'en sortent avec les tirs au but. La demi-finale contre la Croatie, toute l'équipe de France est mauvaise. Toute l'équipe de France est mauvaise. La Croatie les bat physiquement, techniquement, truc. Sans un Thuram qui vient sortir un peu, je ne sais où, pour faire son doublé là. Et c'est la finale 98 où il a été exceptionnel. Pas seulement les 2 buts, mais le match qu'il fait est absolument superbe. C'est l'un des plus beaux matchs de Zidane de sa carrière.
Pas forcément seulement pour les 2 buts. Les gens retiennent les 2 buts. Mais allez regarder le match qu'il fait. Mon Dieu. C'était un récital. Et c'est pour ça que ça, c'est, je pense, le troisième match le plus important de sa vie. Et le match même qui le met dans une dimension internationale. Oui, aux causes du doublé, mais surtout aussi le match incroyable qu'il fait. Et c'est là où Zidane devient une star mondiale. C'est là où Zidane devient Zidane, une star mondiale, ballon d'or. Zidane devient Zidane un peu là-bas. Et puis, pour moi, il y a le match contre le Portugal, qui est pour moi son plus beau match. Le plus beau match de Zidane qu'il a fait dans sa carrière, c'est le match contre le Portugal. Ça, c'est le demi-finale de l'Euro. Je le revois même et je mets seulement une musique classique là. Je mets une musique de Philippe Glass quand je regarde la demi-finale euh, Portugal, France et je vois le match de Zidane. C'était mais le gars, à l'époque là, il discutait avec Dieu quoi. Le mec était au sommet, mais il avait 28 ans, physique, maturité, expérience. Là, il était au top de sa forme. Zidane contre contre le Portugal, les gestes, le truc. Et pour moi même, on parle souvent juste du geste du contrôle, où là il contrôle et il fait son truc là. Moi, c'est pas ça que je pense. Moi, je pense toujours à son action de malade là, où il prend le ballon sur le côté gauche là, où il est en train d'éliminer une, deux, trois, quatre. Et il y a Patrick Vieira qui arrive en force sur le côté droit là. Et il a, à 2 doigts, il lui fait une passe en profondeur là. Si ce n'est pas, je ne sais pas si c'est Abel Xavier qui contrôle le truc. C'était un but. Mais cette action allait être pour moi la plus belle action de l'histoire de l'Euro. Nom de Dieu. Les gars, ouais, comme on dit à l'époque, la PES rouge. Il était PES rouge. Non. Immense, immense, immense champion. Immense champion. Troisième match. Et puis, son dernier match aussi important, c'est France-Brésil. France-Brésil, qui est un peu le dernier chant de signe, un peu d'une légende, où Zidane a fait le dernier chant de signe un peu de sa carrière, quoi. C'est, pour moi, voilà les matchs les plus importants de Zidane. Bordeaux-Milan. Bordeaux-Milan. Juventus-Ajax. France-Brésil. Portugal-France et France-Brésil encore. Je crois que c'est les matchs les plus importants de l'histoire et qui résument parfaitement la carrière. Si vous voulez comprendre Zidane, c'est ces 5 matchs-là. C'est ces 5 matchs-là qui sont pour moi son tampon de sa carrière. Hormis son palmarès incroyable et tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, mais si tu veux 5 matchs qui a été charnières et qui ont résumé un peu sa carrière, c'est ces 5 matchs-là. De ces 5 matchs-là, c'est les grandes dates de Zidane. Si on doit faire, bon, il y a eu des biographies déjà sur le mec, hein, mais si vous voulez comprendre un peu la biographie sur Zidane, vous partez sur le match Bordeaux-Milan, vous partez sur le match Juventus-Ajax, vous partez sur France 98, finale Brésil, vous partez sur Portugal-France et vous partez sur France-Brésil, qui est un peu le champ de signe un peu de sa carrière. Donc, on a affaire, c'est un peu ça que je pourrais parler de sa carrière de joueur. Maintenant, son défaut le plus truc, c'était que bon, c'était pas, c'était un gars qui avait un tempérament un peu particulier. Moi, je trouve que la finale 2006 qui perd et la manière, le scénario qui se passe était beau en fait. Certains ont détesté, mais moi j'ai aimé en fait. Moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu là, parce que ça résume le personnage. Vous vous rappelez même le documentaire qu'on avait fait en 2005 sur lui là, homme Zidane, homme du XXe siècle, où on avait passé le temps d'un match là, c'était un match contre Villarreal si je me souviens bien. On le filme tout le match là. Le match, c'est exactement comme ça dans le documentaire, on le filmait tout le match, il fait cette balle passe, je sais pas sur le but de Ronaldo, et il se fait sortir au carton rouge, là où il n'était même pas concerné par la situation, il vient bousculer un mec là, je ne sais pas quoi là. Ah, ça résume Zidane. Moi, la finale 2006 résume Zidane. Ça résume qui il est. Ça résume sa personnalité. Capable de ce coup de génie-là.
est capable de ce coup de sang-là. C'est qui il est. Et ça résume parfaitement sa carrière, parce que sa carrière, ça a été ça. Coup de génie, coup de sang. Coup de génie, coup de sang. J'ai toujours dit, ah, mais c'est beau que ça soit arrivé, en fait. Ça résume le personnage. Je me rappelle même Didier Deschamps à l'époque sur Canal Plus aussi. Il disait ça même à l'époque quand il était sur Canal Plus. Il y avait justement ils étaient consultants encore à l'époque avec Lizarazo sur Canal Plus et il disait les gens il faut comprendre aussi que Zidane c'est ça. Les Français n'ont pas compris que Zidane c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est Zidane c'est les deux. C'est la panenka et le coup de tête. Sur Materazzi, ça a été et Materazzi a été incroyable. Je trouve que Materazzi, il a tout compris. Et ça, ça, je suis sûr que ça, c'est son ancien coach et son mentor et son deuxième père footballistique. Je pense même son père footballistique principal. Son père footballistique principal qui a été Lippi, parce que Zidane doit tout à Lippi footballistiquement. On le voit même en tant que coach. Vous avez vu mon sujet sur Marcelo Lippi. C'est Lippi qui les a dit. Lippi les a dit, gars. Provoquez-le, faites-lui ça, si. Allez le truc, n'essayez pas de laisser un peu la semelle sur lui, essayez de le faire sortir de ses gonds parce qu'il est capable de péter un câble pour rien. Lippi a donné cette consigne, ça c'est clair. Et quand tu as un général comme Materazzi qui est pour moi le héros de cette finale-là, c'est le héros si je suis en Italie, mais Materazzi pour moi c'est un dieu vivant jusqu'à là. Et vous en France, vous le détestez, Materazzi. En Italie, ce mec est un héros national. À juste titre. Vous, en France, on le voit comme un démon, comme si le truc. Il a été intelligent, il a compris votre gars. Les gars ont joué en Italie avec le boy. Lippi les a dit. Lippi les a dit, gars, chatouille-moi caresse-moi les jambes du gars. Attaque sa mère, insulte sa mère, insulte sa soeur, insulte son truc. Voilà, et Zidane n'est pas un enfant de cœur. Vous avez vu le truc sur les livres de Roten où ils étaient en quart de finale de Ligue des Champions contre Monaco. Et Zidane insulte Roten, lève-toi sa fils de pute. Mais bien sûr, on va pas commencer. Les médias français ont fait tout un pataquès à l'époque pour nous expliquer que Materazzi c'est le diable, Zidane est le petit chouchou qui s'est fait truquer. On est au football ici les gars. Non, moi-même ça m'agaçait. J'ai dit mais les gars. Vous faites comme si vous ne connaissez pas, mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser, et c'est pour ça que c'est un pays de footix, la France. Ils sont dans des délires et autres et tout, mais dans les matchs de foot, on s'insulte, on insulte ta mère, on insulte ta sœur, on insulte tout le monde. Tout ce qui va te faire sortir du match, c'est la provocation. Vous n'avez pas vu l'autre jour dans un match de minime au PSG, là. Il y avait Ethan Mbappé qui se faisait insulter, on insultait sa mère, on insultait son truc sur le bord du terrain. C'est comme ça ce sport-là. Je dis pas que c'est forcément bien, mais le sport-là, c'est comme ça. Si vous voulez pas écouter ce truc-là, allez regarder La Maison dans la Prairie, les mecs. Le foot, c'est ça. Si tu n'es pas content, tu sors. Si vous n'êtes pas content, vous fermez vos télés, vous ne regardez pas ce sport. Le sport là, c'est ça. Moi, j'adore quand le sport là est comme ça venu. C'est pour ça que j'aime pas la vidéo ou tous ces trucs, les nouvelles règles là, parce que ça aseptise ce sport. Le sport a son charme justement pour ça. Vous imaginez un peu la vidéo à l'époque là? Non, il y a plein d'histoires qu'on ne connaîtrait pas. Moi, j'ai adoré ce que Materazzi a fait en finale. Je dis pas que je supportais l'Italie, hein. Mais moi, les personnages comme Materazzi, j'adore des gars comme ça. D'abord, c'est un très beau joueur. C'est un très très beau joueur. C'était pas un boucher comme les gens veulent le truc en France, comme si on t'a vendu que c'était un Vinnie Jones ou je ne sais pas quoi là. Non, non, non. Materazzi est un très beau joueur de foot. C'est un très grand joueur italien, ce gars-là. Déjà, faut arrêter un peu avec ça. Mais c'est le héros de la finale. C'est lui qui égalise et c'est lui qui fait le geste qui fait que l'Italie gagne. Parce que la France dominait ce match. France-Italie, la France domine ce match. La France doit gagner ce match 9 fois sur 10. Les Italiens n'avaient plus d'armes. Materazzi fait le geste technique du match. Il provoque tonton Zidane. Il écoute les consignes de Lippi qui lui dit insulte sa mère, insulte sa soeur, sors-lui de ses gonds. Parce que si tu lui sors de ses gonds, il va te dire que Lippi connaît son mec. Et ça a marché. Et ça a fucking marché. Il a fait ce que Zidane a toujours fait dans sa carrière. Pétage de plomb inutile. Et là,
littéralement, fait que la France perde cette Coupe du Monde. C'est Zidane qui fait que vous perdez la Coupe du Monde en 2006. C'est lui qui vous amène en finale, mais c'est lui qui vous l'a fait perdre aussi. Et ça, c'est le génie de Materazzi. Il faut des mecs comme ça. Vous savez, il y a des joueurs que même moi j'ai adoré détester, hein, des mecs comme Van Bommel, des mecs comme comment il s'appelle à Chelsea, il y avait ce mec là qui était insupportable, mais j'aime les détester. Dennis Wise, j'adore des gars comme ça. J'adore détester les gars comme ça parce qu'ils font le sel du foot. Maintenant, avec le football moderne, on a modernisé tout. On ne peut même plus voir ce genre de personnage là. Avec le football moderne, ce genre de personnage n'existe même plus. Alors que je pense que c'est des mecs qui faisaient que le foot a un certain charme. Materazzi, moi j'adore Materazzi. Là, ce que Materazzi a fait, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est le foot. C'est le foot dans tout ce que j'aime. C'est le foot dans tout ce que j'aime. Oui, j'aime le beau foot, j'aime le truc, mais j'aime aussi ça dans le foot. J'aime ce genre j'adore ça. J'adore cette malice-là. J'adore. Ouais, moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu Materazzi. J'ai dit, mais ça, c'est Lippi. Ça, c'est Lippi qui vous a dit tout, là. J'ai dit que le gars, là, c'est pas qu'on va le faire, mais il faut qu'il ait un carton rouge à cette finale-là. Sortez-le de ses gonds. Et c'est pour ça que c'est comme à quoi ça se joue un peu la finale là. Vous imaginez un peu si Zidane met cette tête déjà canonisé de toute façon, mais là ça aurait encore été, ça aurait été moi si on me disait que maintenant Zidane est le plus grand joueur français de tous les temps, j'aurais respecté hein, ça. Ouais. Mais pour moi, comme je le dis que c'est Mbappé et c'est cette dimension un peu plate, un peu que je le voyais hors terrain, que je pensais qu'il avait hors terrain qui me faisait penser que je le mettrais toujours. Bon, j'ai toujours une préférence pour Platini, hein, ça ne change pas. Platini est vraiment mon personnage préféré de l'histoire du foot français. Mais Zidane, si quelqu'un me dit, ouais, moi je préfère Zidane, moi ça me dérange pas, quoi. Moi ça me dérange pas du tout. C'est comme si tu pars face A, face B maintenant, tu aimes la pomme, moi j'aime la poire, voilà, quoi. Mais moi, par exemple, moi c'est Platini, quoi. Parce que la génération Platini me parle plus. La génération Zidane, bon, c'était le plus beau joueur avec quelques grands champions autour de lui, des grands champions aussi, hein, mais le style footballistique était un peu insupportable, je trouve. Maintenant, après avoir dit ça, moi, quand je regardais vraiment sa carrière, que je disais, le personnage était plat. Et puis, je me rappelle un peu de cette interview, cette anecdote que un des consultants de RMC là, qui est sur After Foot là, Fred Hermel, voilà, c'est le nom du gars. Et d'ailleurs, l'after-foot a énormément impacté le foot français. Ça a changé le foot français pour le positif. J'essaierai de faire un sujet sur le l'after-foot. L'after-foot est la plus belle chose qui arrive au foot français. Ça a changé complètement la manière ça a culturisé un peu le foot dans ce pays, je trouve. L'after-foot est la meilleure émission française de foot de tous les temps. Ça a dépassé même le truc de Eugène Sacomano, là, comment ça s'appelle, là, on refait le match, ça a largement dépassé ça. Téléfoot alors, il n'y a même pas débat. Téléfoot et l'after-foot alors, non, laisse tomber. Tu peux pas comparer téléfoot et l'after-foot. Téléfoot, c'est la pub Danone, là, le foot, non. Et moi, pendant longtemps, comme Fred Hermel le disait, pour revenir à ce que je disais, Fred Hermel, avait fait une anecdote, il posait la question parce qu'il a eu une très grande relation avec Zidane. Parce que ça a été un consultant en Espagne pendant très très de nombreuses années, il a suivi le Real Madrid. Vous le voyez là, et il posait une question où il disait est-ce que Zidane veut devenir coach? Et Zidane lui répondait non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il dit que les joueurs sont trop égoïstes, je ne pourrais pas devenir ça. Et pour moi, pendant très longtemps, moi je pensais que Zidane allait devenir comme Pelé. Tu voyais un peu Pelé là, ce genre de personnage un peu. Bon, ça a été un grand joueur. On l'amène là, ambassadeur de quelque chose. Il ramasse ses sous là. Partout où il passe, il devient Dieu. Quand on essaie seulement de vous le présenter un peu comme une sorte de statue de musée là. Oh, regardez Pelé. Il a été notre grand joueur. Pelé à l'après-carrière de Pelé. Hein, c'est vraiment pathétique. Hein. Oh là 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 là.
président de la fédération, c'est pathétique. Il a essayé d'être coach, c'était pathétique. Il a essayé d'être tuc, c'était pathétique. Le mec, c'était juste un gars qui savait. Et les analyses footballistiques de Pelé sont bidons. Chaque gars qui a dit que ça a été son héritier, ça sert à, on a vu que c'était n'importe quoi. De Freddy Adu, de Robinho, de trucs. Dès que Pelé te dit que tu es son héritier, c'est pour ça que j'ai même eu peur avec Mbappé. Quand Pelé commençait à dire, ouais, Mbappé, c'est un peu mon petit, tout, j'ai dit, oh, Mbappé, quitte. Parce que quand Pelé te dit que ta double, ta carrière après c'est un poisseux, le mec, là. Dès qu'il te dit que ta carrière, tu es son héritier ou je sais pas quoi, là. Je rappelle Giovanni, tous ces gars-là. Pelé disait, oui, c'est mon héritier, Freddy Adu, c'est mon héritier, Tel, c'est mon héritier. Analyse footballistique bidon. Ah non, n'écoutez jamais Pelé parler de foot, c'est horrible. Écoutez plutôt des mecs comme si quand il était vivant les interviews de celui qui était même le cerveau de leur équipe en 70 là, Gerson. C'est pour ça que je dis souvent les grands penseurs du foot ne sont pas forcément les meilleurs joueurs du foot. C'est souvent les joueurs clés, genre des milieux défensifs, des milieux relayeurs et parfois même des joueurs banals qui étaient parfois défenseurs, parfois juste un mec qui était dans le groupe. C'est jamais vraiment les grands joueurs qui sont des grands coachs. Mis à part si tu es Cruyff, mis à part si tu es un peu Zidane aussi, qui est maintenant, pour moi, un grand coach de l'histoire du foot, hein, maintenant. Et pour moi, pendant longtemps, moi, je pensais que le destin de Zidane, ça allait être ça. Ambassadeur du Qatar pour la prochaine Coupe du Monde, ambassadeur de je ne sais quel truc, ambassadeur de telle association, dans une sorte de personnage plat là, comme Balba, un truc que je vois pour Messi. À part que Messi m'épate aussi comme lui, mais un truc que je vois faire Messi pendant toute sa vie. Parce que le personnage de Messi, pour l'instant, il est plat comme un truc. Je ne le vois même pas devenir coach. Je ne le vois même pas devenir coach. Et je ne le vois même pas devenir quelque chose là, ambassadeur du Barça, ce genre de conneries là. C'est-à-dire quand un joueur a été talentueux, mais on ne sait pas quoi faire, on le met ses mains là. Ambassadeur. Mais un peu comme on avait fait avec Roger Mila à une époque ici chez nous. Parce que Roger Mila aussi, grand joueur, mais bon. Personnage très inutile, personnage très inutile après foot, hein. On l'a mis ambassadeur itinérant là, je ne sais même pas pourquoi là. Alors ça a été des trucs un peu comme ça. Moi je me voyais Zidane devenir ça. Parce que je trouve vrai que le personnage est plat. Mais quand il a décidé d'être coach, déjà je me suis demandé, j'ai dit bon, est-ce que ça va être truc? J'étais très sceptique. Mais ce que j'ai aimé quand j'ai vu là, parce que vous regardez Zidane coach maintenant, quand il a été adjoint d'Ancelotti, mais j'ai regardé le parcours de très près. Ce qui m'a truc, c'est qu'il est reparti bosser. Il est reparti littéralement bosser, tranquillement. Il est reparti bosser. Pas à pas, 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 il repartait bosser. Il est reparti en France pour rechercher ses diplômes. Et il partait, je me rappelle, faire un peu une sorte de recensement un peu de plusieurs coachs qu'il a rencontrés. Il partait voir Lippi. Il partait voir Bielsa. Il partait voir Sidink. Il partait faire énormément de stages, de coaching chez beaucoup de coachs importants de l'histoire. Il est parti même voir Saki. Il est parti voir, il bossait énormément. C'est ça qui me plaît avec des mecs comme Zidane. Des Zidane un peu, hein. C'est des Midoriya, hein. Midoriya dans My Hero Academia. C'est des gars qui n'hésitent pas et ils ont l'humilité d'apprendre. C'est pour ça qu'ils réussissent comme ça. Et c'est un peu la leçon que je veux vous apprendre un peu avec ce personnage-là. Parce que vous regardez seulement, oui, il a été talentueux. Mais Zidane aime apprendre. A l'humilité d'apprendre. C'est ça même son véritable humilité. C'est pas le fait qu'il soit calme et qu'il n'ouvre pas la bouche. C'est que quand il faut apprendre sur un domaine là où il veut exceller, il repart à la base du truc. Il fallait le voir. Moi, j'étais très fasciné. Je dis, mais ça, c'est ça qui me plaît. Je dis, ah, mais il essaye d'apprendre, là. Il partait chez chaque coach important de l'histoire du foot actuel ou passé.
Rappelez-vous, c'était les années 2012, 2013, là où les gens ne prêtent pas attention. C'est toujours les moments comme ça, quand les gens se forment, là tu ne vois personne, là, même les fanboys, là, ils ne prêtent pas attention. C'est là où moi, je prête attention. Je dis, regardez le gars, là, il est en train de bosser, là. Il est encore en train de faire que ce qu'il aime faire, bosser. Et c'est là où le personnage m'a plu. C'est là où j'ai dit, merde, en fait, c'est ça, Zidane. Il aime bosser. Il aime apprendre. Et c'est là où j'ai regardé de très très près le truc. Je dis, il partait voir Bielsa, il partait voir tel coach, je l'ai même vu voir Carlos Bianchi. Il y avait énormément de personnages de tous bords, hein, que ce soit en Amérique du Sud, en Italie, un truc, il partait voir tout le monde. Donc quand il a pris la réserve un peu du Real Madrid, le truc, qu'on disait un peu le truc, j'étais agréablement surpris. Après, quand on a dit il va être devenu le coach, il remplaçait Ancelotti comme il avait été adjoint d'Ancelotti, je me suis dit, bon, on verra. Il y a cette première année où il remplace le truc et il amène l'équipe en finale de Ligue des Champions et gagne la Ligue des Champions avec eux. Je parle de l'année, on va dire, c'était l'année 2016, non, si je me trompe pas. Ouais, c'était l'année 2016. Je me dis encore, bon, ok, il a pris un groupe sur le truc et il a réussi à les amener en finale et à gagner la Ligue des Champions. J'attends de voir. Et c'est la deuxième saison où ça a confirmé mes dires. J'ai dit, waouh, ok, ce mec-là est vraiment un coach de grand calibre. Parce que j'ai vu comment, quand il est parti amener Pintus, je regardais un peu le délire un peu de la formation, c'est-à-dire leur grosse préparation physique qu'ils font à l'intersaison. J'ai dit, putain, il a encore d'imiter exactement les trucs de Lippi avec la Juve. Parce que la Juve de Lippi, c'était ça. Il montait dans les Pyrénées, faisait énormément une préparation physique militaire pour être prêt pour la saison. Et je me suis dit, wow, il prend les mêmes codes que son gars Lippi. Il a compris très vite quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Ses forces, grand manager, expérience sur le terrain et surtout la compréhension du joueur du haut niveau. Pour lui qui a été joueur de haut niveau. Il comprend le joueur de foot et il sait que bon, on va pas les fatiguer avec beaucoup de bavardage tactique parce que lui-même savait que c'est quelque chose qui l'ennuyait. On va pas beaucoup les bavarder sur beaucoup de bavardage tactique, beaucoup de bavardage tactique. Je ne suis pas un Rinus Michels, je ne suis pas un Georges Sébès, un Gustave Sébès, je ne suis pas Lewandowski, je suis un mec qui est pragmatique dans ma vision du foot. Il faut que je sois pragmatique comme Ancelotti que j'ai observé et pragmatique comme Lippi qui sont mes deux maîtres. C'est eux que je vais choisir comme maîtres. Qu'est-ce qu'il fait après? Il laisse une liberté aux joueurs. Quand je dis liberté, c'est pas liberté de faire ce qu'ils vont, mais laisser la liberté créatrice aux joueurs. Dans son managérial, qui est vraiment un management humain très inspiré de Lippi. Regardez même Lippi, même à la Coupe du Monde 2006, les talents qu'il avait. Regardez comment Lippi, avec les talents énormes qu'il avait en l'équipe d'Italie, comment il a formé un groupe. L'équipe de 2006 de l'Italie. Regardez les noms qui sont là. Tu dis merde. Comment il a réussi à gérer autant d'ego? Comment tu arrives à faire comprendre que Del Piero, tu ne joues pas, alors que Totti a 30% de ses capacités? Que Del Piero, après, quand il entre, il arrive à être décisif comme ça. Bon, ça, c'est même une autre histoire. Del Piero en équipe d'Italie, ça a jamais été ouf. En équipe d'Italie, il a toujours eu de la malchance. 98, il se blesse. Avant la Coupe du Monde, 2000, à la finale de l'Euro 2000, il fait ses ratés là. Et 2002, il est pas titulaire. 2004, pas titulaire. 2006, 2006, il est pas titulaire et autres et tout. Son fait d'armes, c'est justement le but contre l'Allemagne, là, avec cette fabuleuse contre-attaque là. Et comment tu fais gérer tous ces groupes? Parce que regarde, je regarde l'équipe d'Italie en 2006, je dis merde, putain, comment tu gères tous ces égos? Et quand tu les voyais, tu voyais un collectif, un bloc équipe, un truc. Je pense que ça a marqué aussi, comment il s'appelle là? Zidane, ce truc-là. Lippi a beaucoup marqué Zidane.
Et quand je vois même encore aussi la manière dont il discutait, la relation qu'il a eue avec Cristiano Ronaldo. Comment il caressait Ronaldo dans le sens du poil. Oui, c'est le meilleur joueur. Oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real. Oui, c'est lui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui nous fait la différence et autres et tout. Tu imagines, mais Ronaldo était, mais il a dit, je vais mourir pour ce gars. Excellent psychologue. J'ai été bluffé par le niveau d'intelligence que Zidane avait. En fait, son après-carrière m'a fait même, c'est son après-carrière qui me fait même encore plus l'aimer, hein. Mais non. Moi, j'étais admiratif du joueur, mais sans plus. Ça, je disais, oui, le joueur est génial, mais le gars, il a l'air banal. L'après-carrière m'a menti. J'ai dit, ce mec-là n'est pas banal. C'est un gars calme, qui montre par les actions. Parce que moi, j'aime les Arrigo Sacchi, les Johan Cruyff, les gars qui t'expliquent les choses. Zidane, c'est pas quelqu'un qui va t'expliquer les choses. Il va te montrer ce qu'il fait. Et franchement, le personnage m'a épaté. Je dis, c'est le meilleur sélectionneur que la France doit avoir. Vous allez me dire, la France est haute. Et ce qui me plaît aussi, c'est que Zidane explique. Il explique ses choix. Il explique pourquoi il a fait ce choix. Pourquoi il a fait ce choix. Pourquoi il a fait ce choix. J'aime les gars en conférence de presse qui t'expliquent pourquoi il a fait ses choix avec la conférence de presse. Même si je trouve qu'en Espagne, on a un peu souvent été très dur avec lui. En tant que coach, on a été très, très, très... La presse espagnole. Parce que souvent, les gens se plaignent de la presse française. La presse française, c'est rien. Allez en Angleterre, en Italie, en Espagne, les gars, là, mon frère, ils sont... Même si tu as un Zidane, même si tu as un truc, mon frère, tu prends, mais la manière dont tu prends, aïe, ils exagèrent. J'ai trouvé que c'était un peu abusé. Et il a réussi son mandat. Il est l'un des plus grands entraîneur de l'histoire du Real. Il a ramené 3 Ligues des Champions. 3. Tout en produisant un foot qui n'est pas dégueulasse. Pas forcément le football champagne, mais un foot qui va de l'avant. Avec beaucoup plus de verticalité et beaucoup plus qui s'adapte aux joueurs qu'il a, mais avec un style de verticalité. Vous imaginez le style que je vois là avec le Real là, de cette époque-là, et avec un Mbappé s'il avait Zidane comme sélectionneur. Mbappé serait même 6 fois, 7 fois plus fort avec Zidane comme sélectionneur que ce Zozo de Deschamps là, qui est une plaie pour l'histoire du foot. Même si c'est un grand champion, mais c'est une plaie pour le foot, ce mec-là. Nous voulons Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France. Tonton, tu as prolongé son bail jusqu'à... Tonton Deschamps a prolongé son bail jusqu'à je ne sais pas quoi. Mais Zidane est le meilleur gars pour être le sélectionneur de l'équipe de France, en fait. C'est un personnage vraiment, vraiment incroyable. Maintenant que, bon, on ne sait pas encore quel club et où tout il va avoir, quel truc il va avoir. Moi, j'aimerais bien le voir au Brésil, peut-être. On parle beaucoup Carlo Ancelotti. Oui, ok, Carlo Ancelotti. Brésil, ce serait cool. J'aimerais voir aussi avec Zidane là-bas avec. Parce que bon, Carlo Ancelotti et Zidane, c'est un peu pareil. C'est la même mindset en tant que manager. J'aimerais bien voir Zidane au Brésil. Ça serait même un beau clin d'œil de l'histoire, même, je trouve. Et si le Brésil même fait ça, je trouve aussi que le Brésil révolutionne un peu sur la culture footballistique, hein. Parce que ce sera la première fois que ce soit Carlo Ancelotti ou bien Zidane, ce sera la première fois qu'il y a un joueur étranger, un personnage étranger qui est sélectionneur dans l'histoire du foot de ce pays. Ce sera la première fois. Ce serait une révolution que je regarderais avec attention. Zidane. Et aussi, maintenant, sur le plan humain, je trouve que Zidane est aussi c'est un personnage humain hyper, en tout cas de ce qu'il montre et de ce que je vois et de ce que j'ai observé de loin, même si je ne connais pas la personne. Franchement, c'est difficile de détester Zidane.
C'est très difficile de détester Zidane. Maintenant, on va me dire, oui, fais attention, les images médiatiques, blablabla, blablabla. Je suis pas un enfant. Je décortique même beaucoup plus que la grande majorité des gens qui regardent juste une image et non. Le personnage Zidane est vraiment un être humain que c'est difficile de le détester. Tu ne peux que aimer un gars comme ça. Tout dans son comportement, dans son attitude, dans son truc. Même ses failles le rendent humain. C'est-à-dire ses failles ne font pas qu'on le blâme. Ses failles nous rassurent qu'il est un être humain. Maintenant, c'est vrai, on va m'expliquer, ouais, l'histoire avec Nadia et autres et tout, soit. Mais je vois le père de famille qu'il est. Je vois la famille qu'il a. Je vois les enfants qu'il a, et surtout les enfants qu'il a. Les 4 enfants qu'il a. On va dire, oh, c'est pas des gros joueurs de football, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre de savoir ils n'ont pas la même carrière que leur père, c'est pas ça qui est important. Ils sont footballeurs professionnels, c'est déjà un truc, il n'y a rien de plus difficile d'être footballeur professionnel. Tu es footballeur professionnel là, en national, en Ligue 2, en Ligue 1 ou en je ne sais pas quoi et tout et tout. Déjà, pour moi, tu as gagné par rapport à 100 millions d'autres personnes. Parce que être footballeur professionnel, c'est déjà une victoire. Quand je vois même ces enfants, comment ces enfants et autres, on ne peut pas, ils ont même pas l'attitude de fils d'eux. Tous, ils ont les tous respectueux, tous bien, tous trucs. La femme qu'il a depuis 1988. Oui, vous allez me parler de l'histoire de Nadia, mais bon. Est-ce que c'était vrai ou faux? Moi, je pense que c'était vrai, mais bon, moi, je m'en fiche. Le personnage c'est difficile de le détester. J'ai beaucoup d'admiration quand je vois Zidane. C'est pas forcément, je suis pas un fan de Zidane, comme je suis fan de Platini, mais il y a beaucoup d'admiration quand je vois l'homme Zidane. Il incarne vraiment l'homme qui parle peu, mais qui montre. Il incarne l'homme qui ne montre pas de l'arrogance, mais qui a une très grande confiance en lui. Il n'a pas besoin de crier je suis fort. Il sait qu'il est fort et il va te le montrer. Il y a l'homme qui ne singe pas l'humilité, mais qui montre l'humilité par son action. Son envie, l'humilité qui montre, ce n'est pas le fait qu'il reste calme, il baisse la tête et tout, non. C'est la volonté toujours de bosser. Quand je ne connais pas un domaine, je me tais, je m'en vais bosser. Comme quand il a été coach. C'est pour ça que c'est un très beau personnage de l'histoire du foot, ce gars-là. Et c'est un très bel ambassadeur. Je pense que la France peut être fière d'avoir un ambassadeur comme ça, là. Et ces failles-là, ces coups de tête, ces cartons rouges et autres, ça le rend humain. Ça le rend humain. Ces cartons rouges, ces coups de sang et autres, tout, ne font qu'embellir encore plus le personnage. Ça le rend humain. Mais franchement, c'est beau d'avoir un ambassadeur comme ça. De dire que vous avez eu un joueur et un homme comme ça dans votre pays. Toute la folie, la Zidane mania qui continue jusqu'à aujourd'hui, elle est plus que méritée. C'est le meilleur ambassadeur, l'un des meilleurs ambassadeurs de l'histoire du sport de ce pays et l'un des meilleurs ambassadeurs même de l'histoire de ce pays. Hors foot même. Quand tu vois qu'un Kylian Mbappé encore, et c'est pour ça que j'adore Kylian Mbappé, c'est quand Noël Le Graët fait sa sortie sur Zidane et que Kylian Mbappé sort, vous dites, on ne touche pas à ce gars-là. C'est vous dire la dimension du mec. Kylian Mbappé, la star actuelle. Et que c'est ça un grand champion. C'est pour ça que Kylian Mbappé, je le mets même, il sera beaucoup plus haut que Zidane. En termes d'impact, en termes de trucs, il sera beaucoup plus haut que Zidane. Et il est déjà pour moi plus haut que Zidane et plus haut que Platini. Mon chouchou c'est Platini, mais il est plus haut que lui. Il est plus haut que lui. Pour moi, Mbappé, il a largement surpassé dans le pays, là, footballistiquement, il a largement surpassé ces gars-là. Déjà. En termes d'impact politique, impact truc, c'est un mec il va nous faire oublier complètement les deux là.
que lui, il respecte l'histoire et disant, vous ne touchez pas là, à ce monument-là. Après que les autres joueurs là reviennent un peu, alors qu'eux, ils n'auraient pas eu les couilles de faire ce que Mbappé a fait là. Ils reviennent là comme ça, comme des cendres. C'est pour ça que les joueurs de football, parfois, certains me fatiguent souvent. Ils sont souvent trop comme... C'est un peu des bonnets, quoi. Le joueur de football, il est un peu neuneux, hein, souvent. Il est très neuneux. C'est pour ça que quand tu tombes sur un Mbappé qui a un peu plus de jugeote, je suis un peu content, quoi. Et dès que Mbappé a fait ça, ben, tout le monde ça a sauté, ça a fait sauter des grettes. Qu'une légende comme Mbappé donne le respect à Zidane en disant, vous ne parlez pas de ce gars-là comme ça. Il est un monument national. On ne le touche pas. C'est dit l'impact du gars. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de se défendre. Tu imagines, tu n'as même pas besoin de te défendre quand les gens t'attaquent. Ces gens se défendent à la place. Tu es tellement un monument que c'est les gens qui te défendent à la place. Et j'aurais aimé que parfois en France, on ne fasse pas ça juste avec Zidane. On fasse ça aussi avec Platini. Parce que Platini, on a un peu oublié parmi les monuments du football français. Quand le Platini a eu un peu ces trucs, la presse française, au lieu d'être derrière Platini, a truc Platini comme si je truc et ça m'a un peu énervé. Parce que j'ai dit, mais gars, c'est Platini, quoi. C'est Platini et en fait, quand tu vois un peu l'histoire de trucs de la FIFA et autres et tout, tu te rends compte en fait que ça a été un setup seulement pour lui. Parce qu'on voulait pas le voir prendre de ça. Blatter ne voulait pas le voir prendre de ça. Et Infantino est un salopard. Bon, Infantino est un... que il faut que je fasse attention un peu à mes propos. Infantino, c'est quand même un être... voilà quoi, il a fait une saloperie à Platini. Parce qu'Infantino, c'est un bras droit de Platini à la base. C'est dit, là, j'aurais voulu qu'on fasse ça aussi à Platini. C'est pour ça que je remets Platini un peu dans les discussions, un peu, parce que je sais qu'on ne le fait pas assez. Non, c'est un monument, le mec qu'on voit là. C'est un monument sur tous les plans. Sur tous les plans. Tous les plans. Et j'espère que dans son futur, là il prendra l'équipe, haute, tout, j'aimerais le voir sélectionner. C'est une évidence qu'il doit être le sélectionneur de ce pays-là. J'aurais aimé, moi, mon truc que j'aurais aimé, hein, c'est Platini à la Fédération française de football, Zidane sélectionneur, et Mbappé capitaine. Je pense qu'il n'y aurait pas plus beau pour le football français que de voir ça. Platini à la Fédération, Zidane sélectionneur, et Mbappé capitaine. Je pense que moi, si je vois un truc comme ça, là, j'aurais les larmes aux yeux parce que c'est l'histoire du foot de ce pays qui se raconte là, à travers juste ça là. Et je pense que c'est des conneries comme ça qui font élever la culture du foot d'un pays, surtout d'un pays comme la France qui manque encore beaucoup de culture sport. Et il faut pas négliger le sport. Le sport est parfois un très grand ambassadeur d'un pays. Le sport est un vecteur de réunion sociale. On peut ne pas s'entendre par rapport à des idées politiques. On peut ne pas s'entendre par rapport à des idées religieuses. On peut ne pas s'entendre par rapport à des différences socio-économiques. Mais dès qu'il y a un ballon et on pose là, et que tu vois 11, 11 gars en short contre 11 gars en short, tout ça disparaît. L'important, c'est de savoir, et mon coéquipier là, est-ce qu'il peut m'aider à marquer le but qui est en face de moi, en fait qu'on marque le but qui est en face de nous là. Mon coéquipier essaie de m'aider à ce que le ballon qu'on a là entre dans le filet adverse là. Je sais pas d'où il sort, d'où il sait, mais s'il peut m'aider et tout, c'est mon frère. C'est ça le sport. C'est pour ça que je ne néglige pas le sport. Je sais l'importance de ça. Et c'est pour ça que j'en parle, pour que les gens comprennent un peu la dimension du sport. Parce que quand les gens me voient dehors, ils ne peuvent même pas imaginer à quel point je suis passionné par ces trucs-là. Ils croient que je suis seulement là, non, je suis passionné parce que je vois la dimension de ce que c'est. Je sais ce que c'est, même, c'est pas seulement le foot, même le basket. Souvent, je joue au basket, je vois des gars que j'aurais jamais parlé dans la vie active, mais parce qu'on joue au basket le dimanche, j'arrive à avoir une relation avec eux. Ne négligez pas le sport.
C'est un outil de vecteur social, un outil de réunion sociale très fort. C'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.